Bonjour mes amis, à votre demande, j'ai regardé pour vous le reportage Netflix sur l'affaire Boeing, du Boeing 737 Downfall. Et en fait, je suis sorti de ce reportage en pensant que sur le plan émotionnel, on peut lui donner une note de 9 sur 10, peut-être même plus. Sur le plan technique, il n'a fait qu'effleurer le problème. Ils n'ont pas fait intervenir Boeing non plus, parce que Boeing a senti le traquenard peut-être, ils n'ont pas voulu intervenir, ils ont préféré calmer le jeu, de sorte que quelque part, ils ont obtenu un reportage purement à charge. Alors, laissez-moi vous raconter un petit peu les non-dits de ce reportage, ce que Boeing aurait dit s'ils étaient intervenus, parce que le MCAS, on a l'impression qu'il était installé sur l'avion, presque gratuitement, on l'installe, on le cache, on dit à personne, on fait des cachotteries. Et ceci, malheureusement, ne va pas refléter la réalité du terrain. Alors, ce que je cherche à faire avec cette vidéo, c'est nous éloigner de l'émotionnel et essayer d'aller vraiment sur le plan technique et tirer les enseignements en nous mettant à la place des uns et des autres. Le 737, comme tous les avions qui ont des réacteurs sous les ailes, ont une caractéristique, c'est même pas un défaut, c'est une caractéristique. Lorsque les gaz augmentent, ils ont tendance à se cabrer. L'Airbus a aussi cette tendance, sauf que sur Airbus, c'est contrôlé, vu que l'appareil en soi est défini par du software, est défini de manière logicielle plutôt que de manière matérielle. Le logiciel va prendre facilement le dessus et contrôler ou lisser, en tout cas, lisser les imperfections de l'appareil. Sur Boeing, ça n'existe pas. De sorte que, si on oublie l'histoire du MAX, du 737 MAX, et on revient dans les années précédentes, on réalise que il y eut pas mal d'incidents et d'accidents liés à une phase particulière du vol. C'est la remise des gaz. Quand les pilotes sont en approche, et puis pour une raison quelconque, ils annulent leur atterrissage, mettent les gaz à fond et décident de repartir, parfois durant ce mouvement, ils perdent le contrôle de l'appareil. Parfois, pas tout le temps, il y a des remises des gaz sur Boeing 737 tous les jours et que ça se passe très très bien. Néanmoins, dans l'histoire de cet avion, il y a des cas très intéressants. Par exemple, le Tatarstan. Ce n'était pas un 737 MAX, c'était même pas un 800, c'était de mémoire un 500 ou un 600. Malgré tout, durant une remise des gaz, les pilotes en perdent le contrôle, il va en cabrer, et puis après en piquer, et il finit contre le sol. Le Fly Dubai 981, pareil, remise des gaz, cabrage, et on revient au sol. Fly Dubai ont failli perdre un autre 737 dans des conditions à peu près similaires. Air Algérie, il y a quelques années à Paris, pareil, ils arrivent à l'atterrissage, le contrôleur leur demande de remettre les gaz, et ils se retrouvent avec un avion hyper cabré. Il arrive à la vitesse de décrochage, il y a le vibreur de manche, le variomètre indique 4100 pieds par minute. Généralement, sur une remise des gaz sur 737, un variomètre qui va au-delà des 4000 pieds par minute indique que le pronostic vital est engagé. Ils ont réussi à le sauver. Il y a quelques années, à Birmingham, un 737, remise des gaz, il s'est retrouvé à 80 nœuds. Le commandant de bord a pu le sauver in extremis. Bon. Que se passe-t-il lors d'une remise des gaz sur 737 ? Il y a plusieurs gestes qui vont se succéder très rapidement. Les pilotes, en même temps, poussent les gaz. Alors quand je dis pousse les gaz, je montre comme ça avec ma main, mais parfois c'est ça. Certains pilotes, c'est clac, c'est pousse les gaz très brutalement. Ils font quoi? Ils tirent sur le manche pour arrêter la descente. Ils sont en descente pour l'atterrissage, ils tirent sur le manche. Ils font quoi également? Ils rentrent les volets sont peut-être à 30, à 40,
Ils vont prendre la manette des volets, qui sortent sous les ailes, et ils vont les passer à 15. La remise des gaz sur 737 se fait en volet 15. Si on analyse tous ces mouvements, que vont-ils donner? Tirer sur le manche, ça fait cabrer l'avion. Mettre les gaz, ça fait cabrer l'avion. Ça arrive un peu plus tard, ça arrive quelques secondes plus tard. C'est un effet différé, mais qui, quand il sera là, va être assez puissant. Rentrer les volets fait cabrer l'avion également. Ben oui, les volets sont sous les ailes. Quand on les sort, ils ont tendance à faire piquer l'avion du nez. Il faut compenser dans l'autre sens. Mais de la même manière, si on les fait rentrer, l'avion a tendance à se cabrer. Donc déjà, on a 3 effets cumulatifs qui vont tous concourir vers le cabrage de l'avion. Alors il suffit que l'avion ait le centre de gravité en arrière, que au moment où la remise des gaz a été initiée, il était très lent. Ça veut dire que le plan horizontal réglable était réglé pratiquement énormément encabré. Que l'avion soit léger, ça signifie que les moteurs le traitent comme un fétu de paille, qu'il va offrir peu d'inertie par rapport à la puissance des moteurs. Et rapidement, on se retrouve comme ceci. Et c'est arrivé, pas une fois, pas deux. Il n'y a pas une compagnie qui ne possède des 737 où ils n'ont pas soit perdu un, ou bien ils n'ont pas une histoire effrayante à raconter sur ce sujet. Quand on parle aux instructeurs de Boeing 737, quand on leur dit c'est quoi votre commentaire sur cette attitude, sur cette caractéristique détestable de l'appareil, sans parler de défauts, ils vont dire oui, mais nous voyons régulièrement en simulateur des pilotes qui arrivent chez nous, qui ont des défauts de l'attitude, qui ont tendance à être brutaux lors d'une remise des gaz, et nous leur apprenons à les faire correctement, c'est-à-dire en y allant doucement sur les gaz, en y allant doucement sur le manche. Mais voilà, le 737 n'est pas un avion qui vous sauve contre vous-même, n'est pas un avion qui vous sauve contre vos propres vicissitudes ou vos propres erreurs. Et si vous avez un problème avec ça, vous devriez piloter un Airbus. Chez les pilotes de Boeing, il y a toujours une Airbusophobie sous-jacente qui ne demande qu'à s'exprimer. Le contraire est vrai, d'ailleurs, l'opposé est vrai. Il y a beaucoup de pilotes d'Airbus qui n'ont pas une grande opinion de Boeing. C'est un petit peu comme, toute proportion gardée, c'est un petit peu comme les chiens et les chats. Okay. Qui a tort, qui a raison dans ce débat? Le problème, c'est que quand Boeing fabrique le 737 MAX, qui est plus grand que les autres, plus puissant que les autres, ils savent que parmi les milliers de pilotes qui vont le piloter pendant des décennies de son existence, ils savent qu'il y aura des gens peut-être pas bien formés. Ou bien, sans parler de cette image d'Épinal, de ce pilote incompétent qui est par erreur dans un cockpit, sans parler de celui-là. Vous savez, nous sommes tous, quelle que soit notre profession, nous sommes tous parfois en dessous de notre niveau de compétence. Vous pouvez être cuisinier, vous pouvez être prof, vous pouvez être chauffeur poids lourd. Vous savez qu'il y a des jours où le travail que vous exécutez est en dessous de ce que vous faites d'habitude. Vous le savez, ça existe. Dans tous les métiers, ça existe. Pourquoi? Nous sommes des humains. Et il y a des jours, on va au travail, on est contrarié, on a mal dormi, on a eu des problèmes, on est malade, ça arrive. Ah ben, chez les pilotes, c'est pareil. On peut trouver le pilote le plus compétent. Il y a des jours où il sera en dessous de son niveau de compétence optimale. Alors, si ce jour-là, on lui rajoute une remise des gaz et qu'il la gère mal, on peut finir avec un crash. En termes de gérer mal, peut-être je peux vous donner une idée en vous parlant de l'incident de Birmingham. Quand l'avion s'est cabré lors de la remise des gaz, le commandant de bord a pris le contrôle. Il a poussé sur le manche jusqu'au tableau de bord. Le manche était complètement poussé.
Et il a même demandé au copilote de pousser avec lui, juste pour être sûr que le manche est poussé complètement. Et vous savez quoi? L'avion est resté cabré. Okay. Donc parfois, hein, il faut le dire quand même, parfois même une réaction énergique et rapide peut, dans des cas très latéraux, dans des cas rares, peut faire en sorte que malgré tout, on ne récupère pas l'assiette. Qu'est-ce qu'il a fait, le pilote à Birmingham? Il a fait quelque chose alors que la vitesse se réduisait et que l'avion rentrait en zone de décrochage. Il a fait la seule chose qui était possible de faire à ce moment-là. Il faut beaucoup de caractère pour le faire, je vous le dis tout de suite. Un avion cabré comme ceci, il a pris les manettes des gaz et les a mis au ralenti. Il a ralenti complètement les réacteurs. L'avion a fait quoi? Il a perdu encore de la vitesse. Elle est tombée à 80 nœuds sa vitesse. Et il a fait ça. Il s'est abattu le nez en avant. Et là, il a commencé à prendre de la vitesse. Et puis après, il l'a récupéré. De justesse. D'accord? Mais ce n'est pas la manœuvre de tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qu'on attend tous les jours. Alors, quand Boeing a fabriqué le MAX, ils se sont dit que, vu cette caractéristique qu'il a, leur avion, de temps en temps, ils allaient avoir des crashs. De temps en temps, peut-être tous les 3 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans, à droite, à gauche, une fois en Europe, une fois en Afrique, une fois en Asie, qu'on allait avoir, bam, en news, 737 MAX, écrasé, et puis 2 ans plus tard, le rapport dit, ouais, mais bon, les pilotes, ils ont mis les gaz, ils ont été un peu trop brutaux, ils ont tiré comme des bourrins, ils en ont perdu le contrôle. Boeing se sont dit, il va falloir apporter une solution à ça. Il va falloir apporter une correction logicielle à ce problème. Dans ce cas, ils ont fait quoi? Ils ont élaboré un système qu'ils ont appelé le MCAS. Et ce système-là, il se basait sur une sonde d'incidence. Il allait mesurer l'incidence de l'avion. Et lorsque cette incidence dépassait une certaine valeur, lorsqu'il voyait que l'avion allait rentrer dans la zone de décrochage, il faisait quoi? Il déroulait le trim vers l'avant. Ça signifie que cette aile qui a à l'arrière, cet empennage horizontal, cette partie horizontale de l'empennage, qu'on appelle plan horizontal réglable, ils allaient la cabrer à piquer automatiquement pour aider le pilote. Parce que il savait une chose, que si l'incidence arrivait à une valeur critique élevée, le pilote allait faire quoi? Que le pilote allait prendre les gaz et les mettre à fond. Dans la panique, dans le feu de l'action, il allait mettre les gaz à fond. Et malheureusement, comme beaucoup de pilotes dans ces situations-là, par un réflexe très, très amplement acquis chez beaucoup de monde, tirent aussi sur le manche. Ils savaient chez Boeing que tôt ou tard, on allait avoir ces situations et puis on finirait par des décrochages et des pertes de vies humaines. Ils installent donc le MCAS. Ils n'en parlent pas aux pilotes, ils n'en parlent pas aux régulateurs. Alors, pourquoi ils n'en parlent pas? Est-ce que, comme le présente, ou tend à le présenter en filigrane, un petit peu le reportage, parce que voilà, c'est des salauds qui sont obsédés par l'argent et tout ça, ou est-ce qu'il y a autre chose? Je vais vous mettre dans le raisonnement de Boeing. Je ne dis pas nécessairement que le raisonnement est valide, mais je vous donne comment ils ont réfléchi. Alors, imaginons, éloignons-nous du Boeing et tout ça, imaginons qu'aujourd'hui, je sois un constructeur d'avion et que je décide de rajouter un dispositif sur un moteur, sur les moteurs. Un dispositif, par exemple, imaginons qu'il y a de nouvelles règles écologiques et tout ça, et que moi, je fabrique un dispositif qui permet de réduire les émissions du réacteur de 2%. Ok. J'installe le dispositif sur les réacteurs et j'en parle pas au pilote. Pourquoi je n'aurais pas parlé au pilote de ce dispositif? Pourtant, ce dispositif, il peut tomber en panne. Pas parce que c'est ce dispositif-là. Tout ce qui est installé dans un avion peut potentiellement tomber en panne, peut causer des pannes lui-même. Donc, pourquoi je n'en parlerai pas nécessairement au pilote? Je vais vous dire pourquoi. Ce dispositif, s'il est dysfonctionnel, il va se passer quoi? Il va causer une panne moteur. Mais les pilotes sont entraînés pour gérer les pannes moteurs. On n'a pas besoin de les former spécialement pour une panne moteur liée à ce système-là.
Parce qu'une panne moteur, quand elle arrive, le pilote est en train d'accélérer sur la piste, V1, tit. Ok, il y a une alarme sur le moteur. Le moteur commence à vibrer. Le pilote ne sait pas pourquoi le moteur est tombé en panne. Il le saura plus tard, quand l'enquête sera faite. Mais sur le moment, il n'a pas la moindre idée pourquoi il est tombé en panne. Est-ce que c'est important sur le moment de savoir pourquoi il est tombé en panne? Même pas nécessairement. Parce que, qu'il soit tombé en panne parce qu'il est en train de pisser de l'huile, ou parce qu'une ailette s'est cassée, ou parce qu'il reçoit plus de carburant, ou peu importe, in fine, c'est quoi la solution? Elle est la même. In fine, il faut garder l'avion dans l'axe de piste, et puis si on est après V1, on décolle, on fait demi-tour et on vient atterrir. Si on est avant V1, on freine à fond et on interrompt le décollage. Donc au fond, les pilotes sur ce réacteur n'ont pas besoin de savoir. Allons maintenant sur l'histoire du MCAS. Pourquoi Boeing ne juge pas utile d'en parler aux pilotes? Parce que sur le 737, il y a ce qu'on appelle dans le cockpit, il y a les roues du trim. Ce sont deux roues noires avec de la peinture blanche qui tournent sans arrêt. Quand les pilotes sont en manuel, c'est les pilotes qui les actionnent avec des boutons sur le manche. Quand c'est le pilote automatique qui pilote, c'est lui qui fait bouger ces roues du trim. Il suffirait que quelqu'un se lève de l'avant de l'avion et aille aux toilettes à l'arrière, ou une hôtesse de l'air part de l'arrière avec un chariot pour vendre des choses et va vers l'avant, et les roues du trim vont bouger pour rééquilibrer l'avion. Le trim, depuis le premier 737, depuis le 737-100 et 200, depuis les toutes premières générations de ce Boeing, il est connu que potentiellement, on peut avoir ce qu'on appelle un emballement du trim. Ça veut dire que les systèmes qui le font tourner, que ce soit manuellement, automatiquement, peuvent s'emballer. S'ils s'emballent, ils vont envoyer, donc ça va faire comme une machine à laver, comme le bruit d'une machine à laver qui sort dans le cockpit, et ça part dans un sens ou dans l'autre, très rapidement, sans aucune action d'un pilote. Les pilotes de Boeing sont entraînés pour réagir à ces situations. La réaction à ces situations, c'est qu'il y a des switches pour arrêter le moteur électrique, pour désactiver le système qui fait tourner les trims, et il faut l'arrêter. Pour cette raison, Boeing se dit, on ne va pas leur parler du MCAS. Ça sert à quoi de leur en parler? Airbus ne donne pas le source code de ces ELAC ou de ces SEC aux pilotes. Je veux dire, quel que soit le constructeur, il explique, tous les constructeurs donnent des éléments aux pilotes pour qu'ils puissent piloter l'avion et l'exploiter correctement, mais il y a plein de choses qui sont inconnues. Il y a plein d'inconnus dans tous les avions de la Terre. Alors on découvre ces inconnus lorsque il y a des accidents et qu'on va décortiquer certaines parties du fonctionnement de l'avion. Mais en réalité, ce qui est fourni aux pilotes est une version simplifiée. Et ça, c'est valable chez tout le monde, pas seulement chez Boeing. Donc Boeing décide que ce système, le MCAS, oui, il est intéressant, oui, il est nouveau, mais il tombe en dessous des critères pour en parler aux pilotes. De toute façon, ils n'ont aucune action dessus. Ils travaillent tout seuls. Il n'y a pas besoin de savoir. Et le pire des choses qui peut arriver, c'est qu'il causera un déroulement de trim, auquel cas les pilotes sont entraînés pour gérer les déroulements de trim. Vous voyez un petit peu la mentalité, comment ça s'est construit dans leur tête. D'autant plus que il y a un problème, c'est que si on commence à former les pilotes, si on sort une nouvelle version du Boeing, s'il faut former les pilotes, eh ben, ça coûtera plus cher aux compagnies aériennes de mettre en exploitation cet avion. Parce qu'il faut entraîner les pilotes. Autre chose. Si on commence, chaque fois qu'on rajoute un système dans un avion, on commence à broder dessus et à écrire, rajouter dans la documentation. On finira par une documentation telle que pour piloter un avion, il faudra un PhD en pilotologie. Donc, à un moment donné, les constructeurs, qu'ils soient Boeing ou Airbus ou autres,
sont obligés de mettre la limite quelque part. D'autant plus que les compagnies aériennes, elles sont demandeuses d'avions faciles. Pourquoi? Parce que elles veulent pouvoir former des pilotes vite. Elles veulent pouvoir en trouver beaucoup. Si elles ont besoin de 100 pilotes, elles ont l'exigence de les trouver vite et de les former vite. Mais pourquoi? Parce que, quand le montre le reportage, il montre que Boeing, suite à ça, quand ils ont acquis McDonnell Douglas, et ils montrent qu'ils sont devenus plus financiers qu'autre chose. Oui, mais c'est tout le monde qui demande cela. Aujourd'hui, on a des gens, sérieusement, on a des gens qui payent un billet d'avion à 17 € pour aller à Berlin-Tegel. Quand l'hôtesse passe avec son chariot pour vendre des Pringles ou vendre des mini-canettes de Coca, ils vont pas lui acheter, la regarder avec mépris parce qu'ils ont l'impression qu'elle les arnaque, vu qu'on peut l'acheter au supermarché du coin pour 80 centimes alors qu'elle le vend pour 2,50. Les mêmes, ils ont un sac à dos, une petite valise, une micro-valise, avec tellement d'affaires dedans, et puis emballé, on dirait à la presse hydraulique, pour tout faire entrer dedans, pour ne pas payer 25 € de frais de bagages. Je vais dire, c'est une exigence collective aujourd'hui. Et ils disent à la compagnie, débrouillez-vous, vendez-nous le siège 17 €, 25 €, 9,50 €. Et puis, nous, on s'en fiche comment vous le faites. Et on a, dans ce cas-là, on a effectivement des pilotes qui sont payés au SMIC, on a des pilotes qui payent leur uniforme, on a des pilotes qui payent pour voler, on a des pilotes qui payent leur bouteille d'eau, on a des pilotes qui bossent au niveau, on va dire au maximum légal, voire au-delà, quand on peut trouver des artifices pour le faire. On a des avions qui sont développés vite, on a une formation qui est simplifiée, on a une documentation qui est allégée. Je vais dire, ça cascade du passager et ça remonte jusqu'au constructeur d'avions, en fait. L'erreur de Boeing, c'est pas avoir installé le MCAS. Il y a énormément de systèmes dans tous les avions de la Terre qui protègent contre certaines caractéristiques des avions. C'est pas le MCAS le problème. Le problème, c'est que, deux choses. D'abord, ils n'avaient pas de redondance. S'ils avaient fait le MCAS et que ce MCAS se basait sur, par exemple, 300 d'incidence, et qu'ils faisaient une moyenne ou qu'ils faisaient un calcul pour voir s'il n'y en a pas une qui déconne et puis qu'ils se désactive au cas où, il n'y aurait jamais eu ces crashs. On n'aurait jamais entendu parler de ces problèmes. Le MCAS en soi n'est pas un problème. Deuxièmement, s'ils avaient limité l'autorité du MCAS, on n'en serait pas là. Je veux dire, le MCAS n'avait pas besoin de trimer l'avion jusqu'en butée vers le bas. Ils auraient pu tout simplement se contenter de le ramener au neutre. Ça aurait largement suffi. Il n'y avait pas besoin de lui donner une telle autorité. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont rebroussé, et ça c'est vraiment l'erreur très grave au plan de l'engineering et de la philosophie de l'avion, c'est qu'ils ont rebroussé l'histoire de l'aviation. Ils sont revenus littéralement au début du siècle passé. Ils ont pris un système ultra important qui peut déplacer ce plan horizontal réglable jusqu'en butée à piqué, pardon du peu, et ils l'ont connecté sur une seule sonde d'incidence. Ça veut dire que le jour où cette sonde d'incidence décolle, le trim va commencer à se dérouler façon machine à laver qui est sort, et l'avion a le nez qui pique. Si on regarde le Lion Air et le Ethiopian aussi, qui s'est écrasé à Addis Abeba, que je couvrirai en détail à un moment donné. Mais pour vous dire rapidement, si on prend les pilotes de l'Ethiopian, ils ont compris qu'ils avaient à faire un déroulement de trim. Les gars, ils décollent, ils voient le trim qui commence soudainement à dérouler vers l'avant, à piquer. Ils comprennent qu'ils ont affaire à ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent les switches. Néanmoins, cette situation, va créer une panique dans le cockpit, va créer une désorganisation dans le cockpit, de sorte que les gars oublient les moteurs à fond. Ça signifie que l'avion a commencé à accélérer de plus en plus.
Ça veut dire que la force qu'il y avait sur le trim, la force aérodynamique, devenait de plus en plus forte et de plus insistante à les emmener vers le bas. Ils ont utilisé la procédure d'urgence qui consiste à prendre les roues du trim et les faire tourner manuellement. Ces roues du trim, manuellement, même sur un avion arrêté, sont déjà très lourdes. Il faut déjà travailler pour les faire tourner. Sur un avion qui est en train de foncer à toute vitesse, ça devient impossible à faire tourner. En plus, je vous montre un système pour expliquer un peu la réalité. On a le trim qui en fait, on a une tige, une vis sans fin, et on a un écrou. Alors, généralement, quand on touche les boutons du trim, ou quand on tourne même manuellement le trim, que va-t-il se passer? On va agir sur la vis sans fin. On va faire tourner la vis sans fin, et la vis sans fin va évoluer le long donc de cet écrou, et le résultat net, c'est qu'au bout de cet écrou, il y a le plan horizontal réglable qui va donc se déplacer au fur et à mesure que l'écrou se déplace. Donc il va changer sans calage. Cet écrou que je peux déplacer maintenant à la main, regardez, je lui donne un coup et il fait plusieurs tours tout seul. Parce qu'il n'y a pas de charge dessus. Mais imaginez que ce système-là, on accrochait, par exemple, imaginez qu'on accroche au bout de cette tige, on accroche une petite voiture. Imaginez qu'on accroche une voiture de 800 kg. Vous croyez que je serais en mesure de tourner ça? Ce serait plus possible. À cause des frictions qu'il y a entre la tige et ce boulon qui tourne, cet écrou qui tourne plutôt, ce serait plus possible. C'est exactement ce qu'il y a eu sur l'Ethiopian Air. Donc, ils sont en train de prendre la vitesse, la situation est dégradée, ils sont les deux à tirer sur le manche, et honnêtement, j'ai pas encore travaillé convenablement sur ce crash, donc je devrais peut-être pas dire cela. Ils auraient pu le poser. Si, au bout d'un moment, voyant qu'ils ne pouvaient pas tourner le trim à la main, voyant que les commandes étaient excessivement lourdes à cause de la vitesse, ils ont décidé de faire quoi? En désespoir de cause, ils ont décidé de rebrancher le système de trim, de le réélectrifier. Au moment où ils l'ont branché, comme le MCAS était toujours en mode faute, était toujours en mode à vouloir trimer le nez vers le bas, au moment où ils ont rebranché, le trim est reparti vers le bas, et cette fois-ci, ils étaient dépassés. Parce qu'ils étaient déjà à la limite de ce qu'ils pouvaient faire manuellement, quand ils ont rebranché le trim. Cette fois-ci, c'est parti, et c'était l'avion en perdition jusqu'au sol. Vous voyez la situation? Sur Airbus, c'est pareil, sauf que sur Airbus, comme c'est un avion défini par un software, défini de manière logicielle, je reçois beaucoup de questions, c'est quoi la différence entre un Airbus et un Boeing? Je ferai peut-être une vidéo rien que sur ça pour expliquer les choses. Mais si vous regardez le XL Airways au large de Perpignan, il s'est écrasé, remise des gaz, s'est écrasé. Airbus. Non, il est parti comme ceci, et il est parti comme ça. Il a fait exactement la même chose qu'un Boeing. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, comme ces sondes qui avaient gelé, qui étaient pleines d'eau à cause d'un nettoyage au Karcher et tout ça, l'Airbus avait perdu ses protections. Donc il s'est comporté comment? Il s'est comporté comme un Boeing. Donc soudainement, les pilotes du XL Airways se sont retrouvés dans un 737 quelque part. Ils ont mis les gaz, il a cabré, ils n'ont rien compris, et puis voilà, il est parti. D'accord? Donc voilà mes amis, c'était juste un survol rapide de ce reportage de Netflix sur le 737 MAX pour vous expliquer un petit peu les non-dits quelque part, ce que Boeing n'a pas dit ou ce qu'il aurait dit s'il avait participé donc à ce reportage. Et puis on se reverra une autre fois. Et bien sûr, quand je dis que c'est un reportage très émotionnel, il n'y a pas de critique envers les familles des victimes, bien entendu. Ces familles ont un rôle à jouer et honnêtement, si elles ne vont pas faire pression sur les autorités, potentiellement, il n'y aurait peut-être pas eu des enquêtes aussi poussées, il n'y aurait peut-être pas eu des interventions politiques pour arrêter l'avion et tout ça. C'est vrai que ces familles-là et ces ayants droit jouent un rôle très important
dans ce genre de situation. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Merci de ce que vous apportez à ce canal, et je suis vraiment, quand je vois le nombre de personnes et de professionnels qui commentent et tout ça, je m'attendais pas à tout ça. Honnêtement, je m'attendais pas à autant de complaisance de votre part. Merci beaucoup et on se voit dans une autre vidéo.